quand vous m'avez proposé de faire ce topo, bêtement, je suis allé voir ce que disaient les néphrologues. Qu'est-ce que c'est qu'une insuffisance rénale sévère? Et donc, j'ai appris par la même occasion que c'est des patients qui ont une clairance de créatinine inférieure à 30 minutes. Et mon premier réflexe a été de dire je suis pas spécialiste de l'insuffisance rénale, et finalement, quand on regarde un petit peu ce qui se passe en pratique clinique, on a beaucoup de ces patients. Beaucoup de ces patients, pourquoi? La question elle n'est pas juste académique, parce qu'on voit que on a une relation entre la clairance de la créatinine et la prévalence de la maladie coronaire qui augmente de façon exponentielle, hein, assez vite. Vous voyez que là on a 90, 60, et puis on a un point d'inflexion, ça augmente très très vite. Donc c'est une situation clinique qui est relativement fréquente, et finalement tous ceux qui font de l'angioplastie ont un certain degré d'expertise chez l'insuffisant rénal. La première question qu'il faut se poser quand on fait une angioplastie, c'est la question de l'indication. Alors, quand on se pose la question d'indication, c'est un petit peu tout le débat qu'on a depuis le début de la réunion, c'est la balance bénéfice-risque. Ici, on a un haut risque ischémique et également un haut risque hémorragique. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder le consensus Barck et de voir que les pathologies rénales font partie du risque hémorragique. Donc on a un risque procédural, on a un risque au décours, mais ici on a un risque additionnel par rapport à d'autres conditions, qui est le risque rénal et le risque de mise en dialyse. Alors on en parle beaucoup entre nous, on en parle beaucoup avec parfois les radiologues quand il s'agit de faire un examen avec injection de produits contrastionnés. Je ne sais pas si chacun a en tête les chiffres de lésions rénales. Alors maintenant on dit d'insuffisance rénale post-injection de produits contraste. Ici on a une très grosse série, vous voyez, et on a 2,3% de lésions rénales post-injection de produits contraste, 0,3% de patients qui ont fini en dialyse. Et par contre, si on s'intéresse aux patients qui ont eu des lésions rénales, c'est 10% des patients qui iront en dialyse. Alors ça, c'était des patients tout venants. Qu'est-ce que ça donne chez ces patients insuffisants rénaux sévères dont on parlait tout à l'heure? Donc moins de 30 de clairance. Ça tombe bien, on a un essai qui s'y est intéressé particulièrement, c'est ischémia CKD, on y reviendra plus tard. Mais ici, on va regarder un petit peu les chiffres de mise en dialyse. Alors ici, c'est le bras invasif. C'est des patients qui étaient tirés dans un bras invasif, donc coronarographie, avec réalisation, si possible, d'une angioplastie. Vous voyez que très vite après la dialyse, après la coronarographie, on a des chiffres de mise en dialyse qui sont de l'ordre de 10%. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que quand vous regardez les courbes à 3 ans, eh bien, les courbes se rejoignent entre le bras qui avait beaucoup de coronarographie et le bras qui avait peu de coronarographie. Donc on a l'impression que on va pas provoquer la mise en dialyse d'un patient, mais on va un petit peu accélérer les choses. Alors c'est à relativiser. On peut y faire quelque chose puisqu'il y a une relation entre le risque d'insuffisance rénale post-injection de produits de contraste et le volume de produits de contraste qu'on va injecter. Et plus exactement, il y a une relation qui a été démontrée dans plusieurs séries entre le rapport produit contraste injecté sur clairance de la créatinine. Vous voyez ici une série qui montre que le nombre de lésions rénales commence à augmenter au-dessus de 4 et puis augmente de façon ensuite exponentielle, et sur la ROC curve, il y a un point d'inflexion qui se situe autour de 3,7 et ça évalue en 2018 dans les recommandations sur la revascularisation. Vous voyez, c'est écrit en petit, une recommandation de ne pas dépasser un ratio de 3,7, donc entre l'injection de produits contraste iodés et la clairance de la créatinine. Je pense que c'est une règle pratique qui est intéressante, qui permet d'avoir des repères. Par exemple, un patient qui a 20 de clairance, hein, on peut aller jusqu'à 70 d'injection de produits de contraste et on se rend compte qu'on peut lui faire une coronarographie avec un risque qui reste modeste. Alors, il n'y a pas que la clairance de la créatinine et la quantité de produits de contraste iodés qui vont avoir un rôle sur la survenue de ces complications rénales. Il y a un score qui est très connu, c'est le score de Meran, qui, vous voyez ici la publication originale qui a été mise à jour en 2011, et vous voyez qu'il y a l'insuffisance cardiaque qui entre en jeu, il y a la présence d'une anémie, il y a le diabète, il y a d'autres facteurs. Donc ça, c'est pour le risque rénal, mais c'est pas la seule question qu'on se pose quand on fait une angioplastie chez ce type de patient. Et l'autre question, c'est quel est le bénéfice, quel est le risque au niveau coronaire. Alors, ça tombe bien,
on a un essai chez les patients coronariens chroniques qui a été dédié à cette question, c'est ischémia CKD, donc des patients qui avaient un syndrome coronarien chronique et une cléarance de la créatinine qui était inférieure à 30. Et donc, ils ont été randomisés entre une stratégie invasive, donc c'est-à-dire réalisation d'une coronarographie en vue d'une angioplastie et un bras conservateur, c'est-à-dire traitement médical de première intention. La différence avec ischémia, l'étude principale, c'est que le scanner de screening pour éliminer une sténose du tronc commun était découragé ici. Et on verra tout à l'heure que ça peut avoir son importance. Donc 85% de coronarographie, 50% d'angioplastie. On va discuter de ces chiffres tout à l'heure. C'est très inférieur à ce qu'on avait dans l'essai ischémia. Voilà le critère principal, qui est un critère dur, décès infarctus du myocarde. Vous voyez que les courbes sont strictement superposées. Donc pas de bénéfice à une stratégie invasive systématique chez ces patients coronariens chroniques. C'est déjà 10 minutes, donc ça c'est chez les patients coronariens chroniques. Chez les patients qui présentent un syndrome coronarien aigu, on n'a pas d'équivalent d'ischémia CKD. Par contre, on a un consensus d'experts qui est clair, qui est de traiter ces patients exactement comme on traite les patients qui n'ont pas d'insuffisance rénale. Vous voyez ici les dernières recommandations qui viennent d'être publiées à l'ESC, traiter en termes de diagnostic et de thérapeutique ces patients de la même façon que les patients qui n'ont pas d'insuffisance rénale. Ça tombe bien. C'est ce qu'on observe en pratique clinique quand on a un patient qui a une fonction rénale très altérée. En général, on appelle nos collègues néphrologues pour leur demander comment on s'arrange, qu'est-ce qu'on fait. Ils nous disent en général, traiter le cœur et puis on verra après. Donc ça, c'est pour l'indication. Ensuite, la préparation. Alors les plus anciens, alors c'est pas si vieux que ça, hein, se souviendront qu'on a essayé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de N-acétylcystéine, on a tous prescrit du mucomyste avant les coronarographies. Vous avez ici une liste probablement non exhaustive de tout ce qui a été essayé. Et qu'est-ce qui reste? Il reste l'inflation volémique avec du sérum physiologique, avec une inflation volémique qui est de l'ordre de 10 ml par kilo par heure. Ce qui est recommandé, c'est 6 heures avant et 24 heures après. Alors l'angioplastie proprement dite, ça commence par une ponction et la question qu'on va se poser, c'est radial versus fémoral. Je vais tenter de vous exposer brièvement les données du problème. En fémoral, on l'a dit, il y a un risque de saignement qui est accru ici chez ces patients qui sont fragiles. En radial, il y a un risque d'occlusion et de perte d'option pour la fistule. Donc ça, c'est les risques théoriques. C'est à relativiser par le fait, premièrement, que l'abord radial, on le fait habituellement à droite, que la fistule est faite habituellement sur le bras non dominant, donc souvent le bras gauche, et que donc on n'occlura pas de radial là où sera faite la fistule, au moins dans un premier temps, et puis à relativiser en deuxième lieu par le très faible taux actuel d'occlusion radiale qu'on a. Donc moi je penche, il n'y a pas de recommandation claire là-dessus, mais je penche clairement en faveur de la radiale chez ces patients. On arrive à la plaque. Tous les angioplasticiens savent que les insuffisants rénaux, ils sont calcifiés. C'est pas un mythe de coronarographiste. Ici, vous voyez qu'on a une revue de néphrologie qui va nous montrer que l'athérome de l'insuffisant rénal est calcifié, alors que l'athérome du non-insuffisant rénal l'est beaucoup moins. Donc ça, c'est réellement une réalité. Ça, c'est un patient qu'on a coronarographié cet été, qui avait une première coronarographie dans un centre correspondant. Ils avaient passé un guide. Vous voyez, c'est 2 blocs calcaires, impossible de passer un ballon. Et donc, on a repris ce patient pour le traiter au rotablator. Donc, le message ici, c'est que quand on s'attaque à ces insuffisants rénaux, il faut se préparer à faire des angioplasties complexes. Donc, ici, vous voyez les lésions calcifiées, on a les lésions diffuses également. Alors, on n'a pas de données scientifiques claires pour dire que les lésions des insuffisants rénaux sont plus complexes que les lésions des patients qui n'ont pas d'insuffisance rénale. Tout de même, si on regarde un petit peu les données de l'ischémia et d'ischémia CKD, vous voyez que dans ischémia, 80% des patients du bras invasif avaient une angioplastie, alors que dans l'ischémia CKD, c'était 50%. Donc les auteurs expliquent ça par le fait que il n'y avait pas de scanner de screening pour éliminer les patients sans lésions coronaires. Et c'est effectivement ce que disent la majorité des investigateurs. Dans 75% des cas,
c'est lié à l'absence de sténose focale identifiable. Mais je suis convaincu que dans les 75%, il y a probablement un certain nombre de lésions diffuses qu'on retrouve avec des pertes de charge. Et puis ce chiffre, il est intéressant aussi. Parmi les patients qui n'ont pas été dilatés, il y a près de 15% des patients qui n'avaient pas d'option de revascularisation, quel que soit le mode de revascularisation. Donc il y avait réellement les lésions, mais pas d'option technique, que ce soit en angioplastie ou sur les pontages. Enfin, les résultats à long terme, eh bien, les insuffisants rénaux ont également des moins bons résultats à long terme. Vous voyez ici dans l'étude Syntax, il y a une analyse en sous-groupe qui a été faite en fonction de la fonction rénale. Plus de 90 de clairance. Vous voyez qu'entre 60 et 89, on a une légère augmentation du taux d'événement chez les patients qui ont une angioplastie, et ça augmente franchement chez les patients qui ont moins de 60 de clairance de la créatinine. J'ai pas les chiffres en dessous de 30 de clairance. Donc pour conclure, chez l'insuffisant rénal sévère, attention à l'indication, en particulier chez le patient qui a un syndrome coronaire chronique, le patient qui a 20 de clairance, qui est asymptomatique, qui a un segment sur 17 d'ischémie dans le territoire inférieur, je suis pas convaincu qu'on lui rende service à lui faire la coronarographie. Si on valide l'indication, il faut hydrater le patient avec du sérum physiologique. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait un débat entre abord radial et abord fémoral. Moi, je penche franchement en faveur de l'abord radial, mais c'est vraiment à discuter au cas par cas. Un patient qui aurait eu de nombreuses fistules, qui aurait eu des fistules sur les deux bras, c'est vraiment à discuter avec les néphrologues. Quand on commence à coronarographier ces patients, il faut se préparer à une angioplastie complexe. Il faut gérer la quantité de produits de contraste. Et puis enfin, avoir conscience qu'il y a un taux d'événement au décours qui est accru par rapport à un patient standard. Je vous remercie. Merci Grégory. Est-ce qu'il y a des questions pour Grégory? Les occlusions radiales, c'est souvent pas des occlusions extensives en plus. C'était souvent très localisé, donc en fait, elle n'est pas perdue pour autant pour une fistule ultérieure. Hein. Nous, nos néphrologues sont exactement sur la même ligne. Hein. Ils disent si vous devez faire fête, si vous devez utiliser la radiale, utilisez la radiale. Ils sont pas ennuyés par ça. Et alors le problème, c'est chez les patients qui ont déjà des fistules. Qu'est-ce que tu fais? Tu piques le bras opposé à la fistule, tu piques une fémorale. Quand tu as des fistules des deux côtés, qu'est-ce que tu fais? Ouais, je suis jamais passé par une fistule. Voilà, faut éviter. Hein. Ouais. Faut inspecter les bras de ces patients-là avant de piquer. Hein. Ouais. Alors moi j'ai un souvenir de mon internat. J'avais fait un semestre de radiologie chez Marc Sapoval à l'HEGP. Ils sont spécialisés dans les fistules, dans les désobstructions de fistules. Ça a parfois des anatomies extrêmement complexes. Donc déjà, je pense que c'est compliqué techniquement de passer au travers. Ensuite, je pense qu'il faut le moins on touche à une fistule, au mieux on la préserve. Enfin ça c'est un sentiment sans être expert. Ça mériterait peut-être d'être discuté, mais pour éviter les ennuis, s'il y a eu des fistules des deux côtés, moi je préfère clairement passer par voie fémorale. C'est pas une contre-indication, même si le patient est à risque majeur. J'avais une petite question, j'ai pas assisté à tout le topo, mais bon, vous inquiétez pas, on a prévenu la sécurité incendie, donc vous inquiétez pas, c'est sous contrôle. L'extincteur est en haut à gauche. Moi, j'ai été impressionné par l'étude ischémia CKD. T'en as peut-être parlé, non? Oui. Bon, parce qu'on voit 50% de morts à 5 ans et zéro effet de la revascularisation. On se dit vraiment, elle est bien faite cette étude, elle est randomisée, pour autant, on est quand même poussé par les anesthésistes qui veulent envoyer ces malades à la greffe pour éviter de jeter le greffon au baquet, de les coronarographier, éventuellement de les revasculariser. Donc c'est compliqué quand même. Après, ischémia et ischémia CKD, c'était stratégie conservatrice versus stratégie invasive, mais de première intention. Donc, moi, ma pratique, c'est qu'on est amené à coronarographier des patients insuffisants rénaux avant la dialyse, mais surtout une fois qu'ils sont dialysés, parce que c'est des patients qui vont faire des douleurs thoraciques, des élévations de troponine per dialyse, qui vont faire des hypotensions. Donc, on va se poser beaucoup de questions par rapport à l'anatomie coronaire. Et donc, on sera amené à les coronarographier au fur et à mesure de l'évolution de leur pathologie rénale. Alors, est-ce que ça change le pronostic? Je sais pas si ça change le pronostic de les revasculariser, mais clairement, ça permet de faciliter les choses sur la dialyse, de pouvoir poursuivre la prise en charge de leur maladie rénale. Mais je suis d'accord que ischémia CKD montre que le pronostic il est probablement
plus liées à la pathologie rénale et à ses conséquences extracoronaires qu'à l'ischémie coronaire. Il y a un micro là, c'est Fatima pour Merci. Najib. Merci beaucoup Grégory. Ouais. J'ai apprécié ta remarque concernant le fait que ischémia nous fait réfléchir. Est-ce qu'il faut vraiment regarder l'ischémie? À titre personnel, j'ai un autre commentaire. Peut-être que ça peut nous faire réfléchir à, effectivement, comme tu l'as dit d'ailleurs pour les insuffisants rénaux sévères, à l'indication de la revascularisation. Simplement, ces patients-là, je pense qu'un test d'ischémie bien fait, je ne l'ai pas dit dans ma présentation, c'est vraiment une voie, je trouve élégante, d'éviter de l'iode pour un coroscan ou de récuser le malade pour une dialyse, une greffe ou quoi que ce soit avant d'aller à la coronarographie, parce qu'une fois qu'on met le doigt dedans, si j'ose dire, c'est après très difficile de revenir en arrière. Alors, je suis d'accord avec toi. C'est très difficile, mais moi, je suis un certain nombre de patients en consultation qui ont 20 de clairance, qui se dégradent petit à petit et qui sont asymptomatiques, qui ont un défect de 2 segments en inférieur. Bon, Ischemia nous a beaucoup détendu sur ce type de patients. Donc, ces patients-là, je continue à surveiller. Je leur dis qu'une fois qu'ils seront en dialyse, on fera la coronarographie.